Éruption volcanique à Goma, pourquoi l'alerte n'a pas fonctionné? Qui cache les propos de Kagame sur les massacres à l'est de la RDC? Messieurs et dames, John Chitindi reçoit pour vous Camille Richard Kalele Malobo, acteur politique, et Arlette Odiaka Chama de la société civile, dont pièce contre pièce, acte 21. Bienvenue. Messieurs et dames, très heureux de savoir que vous êtes des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce. Bienvenue à tous et à toutes. Avec moi pour la toute première fois, Camille Richard Kalele, comme présenté. Bienvenue. Merci. Sinon, vous allez bien? Très bien. En forme? Très en forme. Bah ouais, ça c'est voit. Quoique soucieux. On va en parler. Je vois où vous voulez en venir. On va en parler tout justement. Le temps de présenter Maître Arlette Odia. Elle, au moins, c'est une habituée de cette tribune. Merci d'être là. Merci beaucoup, Jean. Vous allez bien aussi? Également, je me porte bien. J'ai compris, vous voulez tout justement en parler, comme si cela ne suffisait pas. Cette partie de la République démocratique du Congo est déjà en deuil. Mais même les forces de la nature s'en mêlent aussi. Éruption volcanique, Goma était en panique le week-end dernier, mais moi ce qui compte beaucoup plus pour moi, c'est l'organisation de la réplique ou de la réaction du gouvernement. Comment vous les trouvez? Bien, je suis de cœur avec nos compatriotes de l'Est, principalement ceux de Nyiragongo, Goma, par rapport à l'éruption volcanique qui les secoue directement, qui nous secoue nous tous indirectement. Depuis hier, c'est même depuis avant-hier que ça a déjà commencé à alerter. Nous sommes de cœur avec eux. Malheureusement, on ne sait pas juger Dieu, parce que c'est quelque chose de naturel. Mais ça fait quand même mal de voir nos compatriotes être inquiétés de cette façon-là. Moi, personnellement, contrairement à votre point de vue, je ne fais pas, je tiens par rigueur à l'organisation quant à la prise en charge de la population par le gouvernement provincial. Je peux pas donner des points de vue. Vous savez, c'est un gouvernement des militaires qui vient de s'installer. Je ne pense pas qu'ils ont déjà pris connaissance même des dossiers. Non, mais c'est en cours. Des dossiers en cours. Bon, ils ne savent pas comment se passent les choses par rapport à tous ces genres de situations. Au moins, la volonté est là. Le chef de l'État a même interrompu son voyage. Son séjour. C'est ce que nous avons appris. Donc, il va venir pour superviser personnellement les opérations, les prises en charge pour secourir nos compatriotes. Donc, en tout cas, tout ce qu'on peut dire en tant que chrétien, et surtout que c'est un dimanche de Pentecôte, on peut seulement dire que Dieu prenne en charge nos frères là-bas, parce que nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas demander à l'armée d'aller combattre les volcans. C'est la fureur. Oui, donc là c'est la nature. Et c'est même ça la force de notre pays, parce que au même endroit où le minerai qui trouble tout le monde, qui fait de tout le monde nos jaloux, c'est le même endroit où on vit de telles choses. Donc je conseille seulement à nos frères d'avoir leur calme et de faire attention, de suivre les consignes du gouvernement provincial et tout se passera bien. Même du gouvernement national aussi. Ouais. Arlette Odia, votre réaction, visiblement, même la nature s'acharne sur cette partie de la République, déjà endeuillée depuis des années. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Okay. Je commence par vous remercier de votre invitation, mais aussi de votre question. Hier, notamment le 22 mai 2000. Non, avant-hier, les week-ends. Oui, déjà le week-end, mais qui s'est plus annoncé hier, aux environs des 19h, à Goma, dans les environs de Goma, il s'est fait sentir le volcan qui est entré en éruption avec toutes les conséquences. J'en profite moi aussi à titre personnel, mais surtout aussi au nom du CEDUC, qui est notre mouvement, le collectif pour le développement et l'unité du Congo, de présenter toute notre compassion à ces compatriotes. Pas seulement nos compatriotes, parce que Goma, c'est quand même une ville touristique.
il y a aussi des étrangers qui ont choisi de résider de ce côté-là. Ils n'ont pas été épargnés des dangers. Donc la compassion, elle est destinée à tous les habitants de ce coin de la République. À la même occasion, nous invitons le gouvernement de la République de bien vouloir prendre en charge la situation, mais surtout d'assister nos compatriotes nécessiteux. Alors, mon attention elle est plus attirée sur la politique et cette situation qui nous est arrivée. Voilà même que j'entends de la bouche de M. Richard Kalele que le gouvernement qui est en place, oui, donc le gouvernement militaire, peut-être qu'il n'a même pas encore la connaissance de tous les dossiers de la province. Il y a le président de la République qui a interrompu son séjour à l'étranger pour revenir lui-même s'en charger de la situation. Alors, ça inquiète. Pour nous, c'est que la situation du pays, elle n'est pas contrôlée comme il se doit. Comment ça? C'est la nature. Je sais. Devrait-on prévoir cette irruption? On ne peut pas prévoir l'irruption parce qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Ça veut dire que le créateur, celui qui a même créé les humains que nous sommes, a aussi voulu que cette situation arrive. Mais quel est le rôle de l'État dans tout cela? C'est de prendre des dispositions en vue de prévenir les dangers, en vue de limiter les conséquences négatives qui peuvent découler de cette éruption volcanique. Il a été mis en place pour veiller à cette situation parce qu'il n'est un secret pour personne que sur ce point de la République, il y a 2 volcans et les 2 les plus actifs que connaît l'humanité. Celui de Nyiragongo et celui de Nyamulaigila. Alors pour prévenir ou mieux pour surveiller ces calamités naturelles, il est mis en place un observateur volcanique du Goma. Ouais. Ce sont ces structures-là, fait des experts qui alertent, qui annoncent, qui renseignent sur l'état, n'est-ce pas, de volcans en question. Mais c'est depuis 2014 qu'il y a un chercheur du nom de Honoré, je pense, Sivara, qui avait annoncé que de temps en temps, il y avait déjà une formation d'un lac de lave du volcan. Mais les dispositions jusqu'à aujourd'hui, elles n'avaient pas été prises pour que la population de ce coin de la République soit à l'abri d'autant de dégâts qui a été causé par la dernière éruption. Mais dans ce cas, la ville de Goma ne devait pas être habitée alors, madame? Si, la ville ne peut qu'être habitée. Mais dès lors que le gouvernement s'est prendre en charge ou considérer l'alerte donnée par les chercheurs, par l'observateur volcanique du Goma, les dangers, ils sont de plus en plus calculés et les mesures sont suffisamment prises pour mettre la population de ce côté à l'abri. Et le regret est celui de constater que nous sommes allés comme ça, nous avons attendu jusqu'à ce que l'événement s'est passé. On n'a rien anticipé. Il y a des maisons qui ont été englouties par ce feu. J'ai même entendu, mais avec beaucoup de regrets, des gens dire que Dieu merci, la ville de Goma a été épargnée. Mais lorsqu'on parle du Congo, on parle de l'ensemble du Congo. Ceux-là qui sont dans les environs de Goma, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur maison, sans s'être préparés à le perdre, et dans ces circonstances-là, eux, ils ne bénéficient pas, ils ne méritent pas notre compassion. C'est tout à fait triste. Je voulais vraiment attirer l'attention des gouvernants, des dirigeants, c'est-à-dire le gouvernement central, le gouvernement provincial, les autorités locales, de ne pas tout le temps laisser le peuple face à ces situations, donc face au triste sort. Dans les gouvernements
la réaction du gouvernement n'est pas à la hauteur parce qu'il n'a pas su anticiper, mais là maintenant il réagit, il court derrière l'événement. Non seulement que le gouvernement n'a pas anticipé, mais même lors de l'éruption en question volcanique, lors de l'évolution du lave du volcan, la population, elle était en débandade. Elle n'avait pas suffisamment été informée. Et c'est là ravage tout sur son passage. Qui ravageait tout, mais surtout, il n'y avait pas suffisamment de communication. Et lorsque c'est dans la précipitation qu'on est en train de chercher des voies de sauvetage, on perd davantage ce qu'on avait. Camille Richard-Carré, nous sommes dans pièce contre pièce, déjà une réaction à chaud. Il y a une réaction, mais qui converge avec Madame Modia. Ok. Lorsque moi j'analyse pour faire observer à l'opinion nationale et internationale que la Kabylie était venue pour détruire ce pays. Des gens me taxent d'anti-Kabila. Mais Kabila n'est plus là. Ils parlent de l'acharnement. Kabila n'est plus là. Mais ce que Madame a dit, c'est très pertinent. Kabila n'est plus là, ça fait plus de 2 ans. Mobutu n'avait pas tellement, avec son régime, n'avait pas tellement exploité nos minéraux. Et je peux savoir peut-être vous étonner, ou nos téléspectateurs, de dire que beaucoup de Congolais ne savaient même pas ce que c'est les minéraux. Beaucoup de Congolais ne savaient même pas qu'on en avait autant dans ces pays. Mais c'est avec le régime Kabila, un régime qui était venu apparemment pour justement piller ces ressources du pays, que les Congolais ont su qu'on en avait et qu'on était un pays riche par rapport à ça, avec précision. Mais Camille, ce pays-là, où est-ce que vous voulez attendez, John, en mettant Kabila dans ces débats volcaniques? Attendez, laissez-moi, j'y arrive. Alors, avec tout ce que le pays a donné à la Kabylie, au pouvoir Kabila, comme moyen, comme richesse, ce pouvoir était incapable d'organiser les choses de manière à prévenir, de manière à mettre dans des conditions. L'organisation, l'observatoire chargé de veiller à des éventuelles éruptions. Mais tu sais que là, ça fait déjà 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces sens? Attendez. Oui, pour améliorer cette situation. Cet observatoire existe, mais il faut être de Goma ou quelqu'un qui fréquente Goma pour savoir que ça existe. On n'en parle même pas. On ne prend même pas le temps, si vous vous renseignez dans ces pays, parmi les institutions de formation, il n'y en a pas une seule qui forme des gens pour ça. Puisque nous savons que nous avons ces cas-là dans notre pays, et quand ça réapparaît, ça donne des conséquences néfastes. On pouvait même sélectionner les Congolais volontaires d'apprendre et devenir spécialistes en la matière pour les envoyer aller apprendre ailleurs. On n'a jamais pensé à ça. Donc quand ça s'agite, on laisse les Congolais subir leur sort parce que les autorités, la plupart des autorités n'habitent pas dans le parage, ils ont plus leurs intérêts seulement, et quand c'est calme, ils ont leurs intérêts, ils gagnent. Quand ça fait paniquer comme ça, les Congolais peuvent même mourir, là c'est pas leur dada. Donc je vais dire quoi par là? Je fais mien les propos de Mme Modia pour dire que l'État congolais, dans le cadre de la reconstruction du pays, doit penser à mettre en place une organisation nationale sérieuse, très bien outillée pour s'occuper de ça. Mais ça, c'est Tshisekedi qui devait faire. Non, attendez. Tshisekedi est venu. Je suis d'accord. Ça fait plus de 2 ans. Je suis d'accord. Mais vous le voyez partout. Je suis d'accord avec les principes de la continuité de l'État. Voilà. Mais Tshisekedi vient trouver un pays, je l'ai dit toujours, un pays dans un trou béant. Mais il est temps de commencer à monter. Non, mais attendez, John. Oui. Est-ce que c'est déjà après 2-3 jours, même 2 ans, qu'on peut tout mettre en ordre? Il faut combien? J'ai dit non, attendez. Ce pays a été, pendant plusieurs années, en train de subir une destruction. Le pays a subi une destruction inexplicable pendant plus de 20 ans. Alors, maintenant que Tshisekedi est venu, moi je ne défends pas son bilan. Je dis toujours que je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis simplement réaliste. Un fils du pays est venu, il a pris la tête du pays, il dirige les choses. Nous subissons les conséquences de la mégestion du régime Kabila. On est obligé pour l'instant de faire avec. Mais avec ce qui est arrivé,
le président de la République est aussi quelque part interpellé et je sais qu'il va prendre des dispositions parce qu'il ne cesse de faire preuve des volontés politiques pour faire changer la situation du Congo. Merci Camille Richard Kalele. Espérons que les autorités vont urgemment réagir en vue de faire face à cette colère de la nature qui semble s'acharner sur cette partie de la République. On évolue, mais nous restons nous gardons un pied dans cette partie de la République, mais cette fois-ci avec les propos tenus par le président rwandais, vous le savez bien, il a semblé minimiser les massacres perpétués à l'est de la République démocratique du Congo, parce que d'après un rapport de nos amis les rapports de Mapping, un rapport accablant sérieusement son pays, le Rwanda. Il a semblé minimiser les faits, mais c'est la réaction du côté congolais aussi qui fait débat. Donc, en commençant par la réaction du premier d'entre nous, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Votre lecture, Maître Arlette. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur le fait que qui suis-je personnellement? Arlette Odia, je suis la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Une structure de la société civile qui, à son origine, aujourd'hui cette structure a une année d'existence. À son origine, elle travaillait au sein de la dynamique Congo-Uni, l'un des partis politiques que nous pouvons dire au pouvoir en ce moment. Avec le conseiller Vité Chimanga. Avec le conseiller spécial Vité Chimanga. Nous étions là déjà à examiner, à analyser à fond le problème de notre pays. Parce que lorsqu'on se créait, c'était à l'idée d'apporter quelque chose de nouveau et de bon pour ramener ce pays à partir d'un point X à un point Y. À un certain moment, il a été question de faire table rase. Il a été question de mettre fin à la coalition FCC-CACH. Il a été question de mettre en place un nouveau gouvernement qui est dit, aujourd'hui, c'est lui de l'Union sacrée. Nous, à l'époque, bien qu'étant au sein de la dynamique Congo-Uni, nous avions haussé le ton pour dire que cette façon de faire les choses avait pour conséquence négative, de briser le schéma de la continuité de l'État tel que consacré et organisé par la Constitution de la République. C'est un peu comme effacer le travail qui a été fait par le prédécesseur. C'est un peu comme le fait, M. Kalele, de dire que tous ceux qui ont travaillé avant n'avaient rien fait. Nous nous insurgeons contre ce genre de propos. Il n'est pas seulement question d'interpeller, d'incriminer, je voulais dire, les précédents, qui a fait quoi, qui n'avait pas fait quoi, en tout cas pour nous. Chacun des présidents de la République qui a dirigé ce pays a joué sa partition et correctement. Quand vous parlez de Mobutu, il a joué son rôle dans le sens de sécuriser l'unité nationale. Nous l'avons vécu. On a vu les présidents, les gouverneurs non originaires gouverner les provinces. En tout cas, Mobutu, champion de l'unité nationale. De ce côté-là, incontestablement. Il a veillé à l'unité nationale. Il a surtout veillé aussi à l'intégrité de notre territoire national, parce que les menaces de balkanisation, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent déjà de cette époque-là. Il a fait sa part. À un certain moment, le peuple congolais était fatigué de la gestion de l'État par un seul individu pendant 32 ans. D'où le 17 mai. D'où le 17 mai qui a fait que Laurent Désiré Kabila, avec ceux qui ont accepté de l'accompagner, ils sont venus mettre un terme à ce règne pour donner une autre marche à la nation qui était celle de l'alternance. Maître, entre guillemets, 24 ans après. Maître évolué. Et Joseph Kabila qui est donc dans le sens de l'alternance. C'est vrai, l'alternance, elle n'est pas seulement pacifique. Il y a aussi une alternance militaire. C'est notre histoire, nous la consommons, nous la digérons. Et l'alternance portée par... L'alternance armée. C'était
je ne veux pas emprunter votre terme, mais pour moi, ça avait été une alternance militaire, plutôt qu'une alternance civile qui a eu lieu en 2018. Alors, Joseph Kabila, pour sa part, il est arrivé au pouvoir. C'est pas lui qui avait été, qui avait mis le pays, qui avait fait diviser le pays. Il arrive, il trouve plusieurs rébellions. Le pays était complètement divisé. Il vient, il met ensemble la classe politique. Il accepte d'aller à Sun City. On met sur pied un gouvernement de 1+4. Quelques mois après, il amène ce pays au référendum. Ce n'est pas un fait anodin qu'une constitution de la République soit votée dans ces circonstances-là. Vous n'allez pas dire aux citoyens de ce pays que faire voter une constitution, l'une des meilleures que contre l'Afrique, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les constitutionnalistes qui le disent, que ce serait un fait anodin. C'est sous Joseph Kabila que la loi électorale régulière et la bonne a été votée pour promulguée. La CENI également, c'est sous Joseph Kabila que ce pays est parti de l'alternance militaire à l'alternance civile. Pacifique. Aujourd'hui, nous en tirons le bénéfice. Qu'est-ce qu'il fallait alors faire au moment où le régime Tshisekedi est arrivé? C'est d'assurer la continuité, pas forcément du régime Kabila, mais la continuité de l'État, en constatant que nous sommes déjà partis d'un point X à un point Y. Comment quitter ce point Y pour le point Z? C'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que nous avions dit que pour notre part, la continuité de l'État allait connaître un problème. C'est le premier élément. Le second, c'est que quand on va aux élections, ce ne sont pas les individus qui vont aux élections. C'est comme ça que prévoit l'arsenal juridique en cette matière dans notre pays. Ce sont les partis politiques, ce sont les regroupements politiques, ce sont les familles politiques qui vont aux élections. Et aux élections de 2018, les familles politiques qui y sont allées, il y en avait 3. Il y avait FCC, il y avait CACH, il y avait la Mouka. Et le CACH a remporté des élections présidentielles. Le FCC a remporté les élections législatives. C'est ce qui a fait qu'ils se sont mis ensemble afin de pouvoir diriger le pays. Et lorsque vous dites qu'il fallait mettre un terme à la coalition FCC-CACH, c'était une façon de changer en fait les résultats des élections de 2018. Parce que le président de la République ne peut que diriger le pays. Ne peut que diriger le pays avec le groupe qui a gagné aux élections législatives. Et vous entendrez les gens vous dire que la famille politique n'a pas de personnalité juridique. Mais toutes les familles n'ont jamais eu de personnalité juridique, même les familles biologiques n'en ont pas. Si déjà les individus ont des personnalités juridiques, les groupes d'individus ont des personnalités juridiques, mais le fait de donner aussi à une famille une personnalité juridique, ça devient encombrant. De la même manière en politique, les partis politiques ont des personnalités juridiques, les groupes, les regroupements politiques ont des personnalités juridiques. Il ne faut pas non plus demander encore à la famille politique d'avoir une personnalité juridique. Avant d'entamer les propos de Paul Kagame, Camille Richard Calais doit d'abord réagir aussi. Très bien. Oui. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis en train de débattre avec madame. Déjà, en passant, je voudrais la féliciter parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce pays qui réclament, qui parlent de gender, de parité et tout ça, mais qui ne sont pas à la hauteur de défendre, de montrer ce que la femme est capable de faire. Qui veulent que ça soit un cadeau. Oui, elles tiennent nos cadeaux. Alors quand c'est une dame qui parle, qui prend le temps de réfléchir, qui défend avec conviction. Oui, même si je ne suis pas d'accord avec les propos de madame, les propos qu'elle vient de tenir par rapport à ce que je vais réagir tout à l'heure, mais je la félicite beaucoup. Et je suis fier de la savoir comme étant une compatriote. Je voudrais, les cas Kagame, je vais réagir à la fin. Voilà, après. Je vais d'abord sur ce que madame parle au sujet de ce que les prédécesseurs du président Tshisekedi ont réalisé dans ce pays. Notamment Joseph Kabila. Et Mobutu, je ne vais pas trop rentrer dans son histoire. Parce que Mobutu, tout le monde parle ici de la dictature et tout ça. Mais vous avez un focus sur Joseph Kabila. Sous Mobutu, nous avons beaucoup de choses qui nous plaisaient dans ces pays. Sous Joseph Mobutu, moi je n'avais pas vu des gens
exercer certains commerces tels que je les vois aujourd'hui sur la route. Or, sous Mobutu, les pays ne montraient pas ces griffes de richesse comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, nous savons que nous sommes un pays riche. Même des petits-enfants peuvent vous expliquer, non, si on fait ça, ça peut produire ceci au pays. Mobutu est en quelque sorte un peu limité dans ses actions, apparemment même dans la projection de ses perspectives politiques. Donc, je ne vais pas trop suppléter ou même discuter, épiloguer sur le cas Mobutu. Je vais prendre le cas Kabila. Je prends directement le fils. Parce que le père, pendant 2 ans, presque 2 ans là, apparemment, il était encore dans la résistance avec ses camarades de combat qui lui avaient pourri la vie finalement. Je prends le cas de Joseph Kabila. J'attendais à ce que madame me dise que Kabila a fait ceci pour les Congolais, Kabila a fait cela et tout ça. Madame me parle de la réunification du pays, de la guerre qu'il a fait cesser. De la Constitution. Est-ce que Joseph Kabila avait le choix? Parce que Joseph Kabila avait accédé à la magistrature suprême par des circonstances malheureuses. Si d'ailleurs cela avait été accepté, c'est parce que les Congolais n'étaient pas éveillés, comme c'est le cas maintenant. À l'époque, on avait encore beaucoup de sympathie pour l'AFDEL. On se disait peut-être que c'était réellement tout ça avait joué. Mais qui peut accepter, madame, tel que vous êtes là, dans votre famille, vous voyez quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler, il est sorti d'où, on ne sait pas, on vient vous dire que c'est lui qui devient votre chef de famille. Qui peut accepter ça? Personne. Je dis toujours que je n'ai rien contre Joseph Kabila. Mais voyez même la façon dont Joseph Kabila s'exprimait à l'époque, l'accent qu'il avait, tout ça là, la physionomie qu'il faisait, ça pouvait vous faire croire que vous aviez affaire à votre frère. J'ai dit non, tout Congolais dira non, vous-même aussi. Non, mais on avait accepté. Laissez-moi, s'il vous plaît. Les Congolais, je parle de mais né, grandi en Chine, comprenez que ne me prêtez pas de des propos. fois l'apparence Ne me prêtez pas de propos que je n'ai pas sortis. Non, mais c'est vous qui l'avez. Je n'ai pas parlé d'être Congolais ou pas. Je parle de faits. Nous avons des photos sur les réseaux sociaux. Joseph Kabila de l'époque et d'aujourd'hui. Ça fait 2 personnes différentes. Autant que vous d'hier et d'aujourd'hui, c'est 2 personnes différentes. Madame, attendez, je suis en train d'avancer. Les calés de 10 ans, c'est pas les mêmes. C'était pas facile d'accepter d'être dirigé par quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Laurent Désiré Kabila, on les connaissait, on entendait parler de lui. Et quand on l'a vu, on a vu comment il Joseph était le fils de Moussa. On n'est pas sur ce débat-là. Alors, on a accepté ça, c'est passé. Il est arrivé, nous avons vu les limites dont son régime faisait preuve. Alors la guerre a commencé avec l'opposition politique dirigée par Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Alors Joseph n'avait pas de choix. Qu'est-ce qui a poussé Jean-Pierre Bemba à aller en guerre? C'était justement des frustrations par rapport à tout ce qui s'est passé au pays. Vous voyez être dirigé par des gens qui prétendaient être des libérateurs, mais qui faisaient des choses qui n'avaient rien à voir avec la libération. Cela s'est fait vivre même jusqu'à la fin ici quand ils ont quitté. Un régime qui a gouverné par défi, par force. Ils ont fait des faucons durant tout leur règne. Alors, ce n'était pas facile d'accepter. Donc, pour être sûr qu'il allait continuer à trôner sur la RDC, il n'avait pas de choix. Il fallait qu'il accepte. Il suffisait qu'il fasse la tête, refuser de s'asseoir avec Jean-Pierre Bemba et les autres, mais Joseph Kabila n'allait plus être là, parce que là, c'était maintenant finalement imposé même par la communauté internationale. Donc il faut jamais, madame, je vous supplie, sans rien vous imposer, en tant qu'un compatriote qui apprécie beaucoup votre courage en tant que dame, de faire la politique, il ne faut jamais brandir ça comme étant un bienfait de Joseph Kabila. Ce n'était pas une faveur. Et puis si les gens avaient accepté, les Jean-Pierre Bemba, ils pouvaient refuser, ils sont venus par amour, quelque part par amour, il fallait faire taire les armes, ils sont venus, ils se sont mis. Mais pour voir que l'AFDEL n'était pas venu pour nous libérer, après les élections de 2006, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce pays était encore transformé en un champ de bataille. Donc ce n'était pas une faveur. Donc ça,
c'est un faux débat, c'est même un faux argument qu'il ne faut jamais avancer sur Joseph Kabila. Joseph Kabila en tant qu'individu, moi j'ai eu à l'approcher, j'ai eu à parler avec lui, à l'entendre parler. Apparemment, il m'avait donné l'impression d'être quelqu'un de compréhensif, de pacifique. Mais au regard de ce qui s'est passé dans son administration, j'avais trouvé que moi, c'est mon point de vue, ça m'engage, il n'était pas à sa place. Parce qu'il laissait faire ces gens, il y avait de l'impunité, on ne punissait personne. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, avec le travail que l'IGF fait, vous voyez comment on tombe sur des dossiers de millions. Tel avait fait ceci, tel avait fait cela. S'il était rigoureux, non, rien à voir à ça. Rien à voir avec ça. Donc s'il était rigoureux, s'il gérait bien, tout allait bien se passer. Là, j'ai réagi au propos de madame. Non, avec Kagame, c'est madame. Elle n'a pas encore. Non, vous avez parlé du propos de Kagame. C'est à elle de. D'accord. Madame, croyez-moi, je n'ai rien contre Joseph Kabila, mais seulement je dis, tout ce que nous vivons aujourd'hui est les fruits du laxisme avec lequel on gérait le pays. Kagame, c'est fait parler de lui, hein? Oui, absolument. Il est sur toutes les lèvres en RDC, là. L'une même le courroux des uns et des autres. La phrase qui m'a le plus attiré, c'est le fait de revenir, c'est le fait de dire que le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais a ses jours suffisamment mature pour pouvoir comprendre la situation politique dans son pays. Lorsque le président Kagame a tenu les propos qui, pratiquement, pour tout Congolais, il s'est senti touché dans son amour-propre. Les Congolais ont réagi chacun dans son sens. Avec beaucoup d'émotions aussi. Oui, certains avec des émotions, d'autres aussi avec beaucoup d'intelligence et de tact, de sérénité. Notamment le président de la République. L'intervention la plus essentielle que ce peuple congolais attendait, c'était l'intervention ou la réplique du gouvernement, la réplique du président de la République s'il le voulait bien, parce que pour moi, il n'était pas obligé de le faire, mais au moins le gouvernement, oui. Mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Silence coupable. Totalement. Totalement. Le chef de l'État a répondu sans répondre. C'était lors d'une interview. Il n'a pas répondu en répondant. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire qu'il s'agit de la diplomatie ou alors de la haute diplomatie? Oui. Mais la diplomatie, c'est aussi défendre son territoire. La diplomatie, c'est aussi protéger mais c'est ce qu'il fait. L'état de siège est là pour ça. L'état de siège, oui. J'ai toujours dit que c'est une mesure qu'on ne peut ni applaudir ni critiquer, dans le sens de dire... Mais les résultats commencent à tomber, madame. C'est très positif. C'est ainsi que j'ai dit que c'est une première expérience pour la République démocratique du Congo. Seul Dieu sait si elle va... C'est pas une première expérience. Avec Mobutu aussi, on l'a vécu. À la manière dont ça se passe aujourd'hui, c'est pour la première fois que l'on vive cela. Mobutu était un militaire. Avant d'être. Mobutu était un militaire avant d'être un chef de l'État. D'ailleurs, il avait conservé son titre de maréchal tout en étant président de la République. Et cette fois-là, c'est un président de la République civile qui va expérimenter l'état de siège. Tout le mandat suprême des forces armées. Oui. C'est en cela que j'ai dit que c'est une première expérience pour la République démocratique du Congo dans ces circonstances-là. Donc, ce n'est pas mieux indiqué, en tout cas pour nous, au CEDUC, c'est comme ça que nous voyons la chose, ce n'est pas mieux indiqué de dire que c'est une bonne décision ou alors c'est une mauvaise. C'est une expérimentation. Nous devons tous, Congolais, fils de ce pays, apporter quelque chose en soutien à cet état de siège pour que ça marche. Quand la paix est à l'Est, la paix est dans l'ensemble du territoire national. Je ne veux pas ici que l'on dise ou que l'on pense que je serai contre l'état de siège. Vous avez même dit qu'il y a de plus en plus de retombées positives que je salue. Et je voudrais que cet état de siège vienne réellement à mettre fin
aux problèmes de sécurité qui se posent dans l'est de notre pays. Vous estimez que la réaction de Félix Tshisekedi n'était pas à la hauteur de l'affront? Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais c'est l'ensemble du peuple congolais qui pense que la réaction de son président de la République n'était pas à la hauteur de la provocation. Parce qu'en fait, il s'agit d'une provocation du Rwanda. Il s'agit du fait que le président Kagame a été pris au dépourvu. Il ne sait pas encore comment s'y prendre. C'est même pour cette raison que de plus en plus, les FARDC sont en train de prendre du terrain. Et il fallait comprendre que c'est une provocation du président rwandais et réagir. Justement, le président rwandais était dans la logique de nous distraire. Par conséquent, Félix Tshisekedi n'a pas de raison de réagir. Mais justement, dans cette façon de faire du président rwandais, le président de la République RD congolais devrait continuer à adopter une attitude qui insuffle davantage de la peur dans les camps de Kagame, qui visiblement est pris par la peur, ne sachant comment réagir. Et lorsque bon, les avis sont partagés. Si vous pensez que c'est comme ça qu'on doit lire la réaction du président de la République, mais libre à vous. Laissez-nous en tant que séduits, laissez-moi en tant que citoyen de ce pays de faire aussi ma propre lecture. Je l'assume. Tout à fait. Et je m'assume. Alors, le fait de dire que, pour moi, la réaction, elle n'était pas à la hauteur de la provocation. C'est assez regrettable qu'avec ce qui s'est passé hier à Goma, que l'on dise que d'ailleurs, si ce n'était pas comme ça que les choses s'étaient passées, les populations de Goma ne seraient pas reçues au Rwanda. Mais il faut dire, ça c'est tout à fait méconnaître le droit international humanitaire, la notion de la protection des populations civiles. Même si on était réellement en guerre, la RDC contre le Rwanda, lorsque surgit une catastrophe naturelle, le Rwanda n'a pas de raison de fermer sa barrière pour ne pas recevoir les populations du Congo. De la même manière que si une catastrophe naturelle s'était improvisée au Rwanda, même en état de guerre, la République démocratique du Congo ne serait pas en droit de refuser le refuge aux populations du Rwanda. Ça, c'est le droit humanitaire international. Mais d'entrée de jeu, la barrière ne pouvait être que fermée. Il est temps pour le Rwanda de prendre des dispositions, de savoir qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo avant de décider, bien sûr, avec la MONUSCO, de l'ouverture des barrières. Et c'est ce qui a été fait. Les barrières ont été finalement ouvertes, la petite et la grande, qui a permis à nos compatriotes de l'Est, en détresse, de bien pouvoir regagner le Goma. De bien pouvoir entrer au Rwanda et ce matin regagner Goma. Nous devons analyser les questions essentielles touchant à la politique de ce pays avec beaucoup de sérieux, mais surtout pas avec des vices et mots. Camille Richard, quelle est la réaction du côté officiel congolais? En tout cas, n'était pas à la hauteur de la provocation, de l'affront. Et les silences du gouvernement inquiètent Maître Audio. Je vais répondre à ça, mais je veux d'abord balayer certains propos que j'ai entendus de madame, qui ne m'impressionnent pas parce que madame l'a si bien dit. Là, c'est Duc, hein? C'est Duc. C'est Duc. C'est là où c'est quoi? Le collectif. Les Séduc, voilà. C'est l'organisation de madame et de la société civile. Ouais. Je comprends que madame puisse relativiser certaines choses. En tant que société civile, hein, nous, politiques, on sait voir, on sait comprendre certaines choses dans le vrai sens de la chose. Non, mais c'est aussi une politique. Et oui, mais ici, madame se présente en tant que société civile. Donc, si on peut être un peu tolérant, un peu large dans les propos contre madame,
C'est par rapport à toutes ces considérations. Et comme je dis, c'est une dame. Il faut vraiment l'acclamer, l'encourager à aller davantage de l'avant. Et je vois un avenir politique radieux devant elle. La réaction du président Tshisekedi était pleine de sagesse. Et c'est de la haute. Ça veut dire des vigueurs. Non. Des vigueurs. Non. Quand je m'engage pour expliquer une chose, j'aime toujours rappeler les passés. Je ne dis pas que madame a un peu d'acquaintance avec la Kabylie, parce que je la sens prendre un peu la part, part belle à la Kabylie par moment. Je ne sais pas pour quelle raison. Bon, c'est son point de vue. On dit qu'en politique, il n'y a pas de vérité absolue. Et là, ses opinions. Mais tout ce que nous vivons, en tout cas pratiquement la majorité de toutes les choses que nous vivons aujourd'hui, qui nous endeuillent, sont le fruit des régimes passés. Mobutu a une part, mais c'est principalement le pouvoir de Joseph Kabila qui est à la base de beaucoup de choses. Tshisekedi ne pouvait pas continuer avec cette logique-là. Nous avons affaire à des voisins qui se font aimer par tromperie par la communauté internationale. Vous connaissez l'histoire de la reconnaissance du génocide rwandais. Cette histoire, c'est vraiment une histoire qu'on a donnée en leur faveur, alors que la communauté internationale devait plutôt voir les cas de la RDC. Nous, on a connu... Ça devait être un de commerce rwandais. Oui. Et grâce à ça, Kagame est en train d'avancer. Kagame est un grand exportateur. L'éternel victime. Oui. Du cobalt. Alors qu'il n'en a pas chez lui, il en trouve chez nous. Alors tout ça là pourquoi? Parce que la politique a ses réalités, la politique a ses raisons. Madame dit que si Tshisekedi était ferme avec Kagame, on n'allait pas, au nom du principe du droit humanitaire international, on n'allait pas nous fermer. Mais nous, on devrait pas. C'est faux. Oui. On allait fermer et on aurait enregistré des cas de mort hier comme ce matin, jusqu'à 5 h du matin, ça continue à s'agiter. Si le président Tshisekedi a réagi de cette façon-là, c'est parce qu'il attendait le volcan et que les barrières devaient être ouvertes pour recevoir les Congolais au Rwanda. Alors il y avait pays dans la demande. Madame, j'ai été très patient quand madame parle. Très patient, j'attends, j'attends. Oui, vous pouvez qu'être patient parce qu'on n'est pas en train de dénaturer les faits. Là, vous ne dénaturez pas seulement les faits, même la vérité. Je ne dénature rien, madame. Je suis en train d'expliquer. Nous sortons d'une diplomatie des gens qui n'avaient pas la volonté d'aider ces pays. Vous revenez toujours à ce qu'elle est en train d'imprimer sa marque qui nous permet aujourd'hui, ou qui nous a même déjà permis, de revenir sur la scène internationale. Mais jusque-là, il n'a pas encore fait ses preuves. Attendez, sur la scène internationale. Grâce à Tshisekedi, aujourd'hui, on peut recevoir les présidents de tous les pays limitrophes ici chez nous. Tshisekedi peut aller vers eux sans problème. Sous l'autre régime, ce n'était pas le cas. Alors, Kagame a parlé. Il faut maintenant voir la nature des propos de Kagame. Et puis, il faut voir, Kagame s'est exprimé en qualité de qui? Kagame a tenu des propos, comme le dit John, provocateur, oui, ça n'engage que lui. Mais il est qui par rapport à la RDC ou par rapport à la communauté internationale? Kagame ne peut que défendre son pays, comme Tshisekedi peut le faire pour son pays. Il a tenu des propos. C'est une masturbation pour lui, pour faire plaisir pour la consommation de son peuple. Nous, de notre côté, on ne pouvait pas suivre ça. C'était des propos à minimiser. Faire des propos de Kagame... Mais on ne crache pas sur des morts, des milliers de Congolais qui sont morts. S'il vous plaît. Faire de ces propos-là une affaire d'État, c'est vraiment... J'ai dit pour même beaucoup de gens que vous avez vu réagir sur Twitter et tout ça, mais c'est vraiment méconnaître la politique, c'est de l'analphabétisme politique, parce que ça n'avait aucun impact sur la nation congolaise. Nous sommes petit à petit en train d'avancer vers la possibilité de faire ériger un tribunal transitionnel qui va traiter, qui va juger de toutes ces questions. Les rapports mapping a été rédigés par des experts des Nations Unies, par des Rwandais. Si Kagame s'agite, c'est justement parce qu'il sait ce qui pourra lui arriver.
Mais, pour vous montrer que Tshisekedi a été sage, premièrement, les Rwandais qui se prennent pour des petits dieux, pour les gendarmes de la communauté internationale, ils n'ont pas fait de propos de Tshisekedi un problème. Ils ont trouvé qu'il avait raison. Tshisekedi a parlé, il était calme, même souriant, mais il a tenu des propos qu'il fallait être un grand diplomate pour comprendre qu'il avait presque blâmé Kagame. Si cela vous fait plaisir. Il a parlé pour dire que, tenant compte des gens qui ont rédigé les rapports mapping là, le président Kagame devait d'ailleurs sympathiser, avoir pitié des Congolais par rapport à ce qui a été expliqué dans ces rapports-là, pour comprendre que nous devons seulement attendre la justice faire son travail. Quand on vous dit ça, c'est une façon de vous insulter quelque part. Je ne dis pas qu'il a insulté. C'est une expression. Il a parlé pour la consommation. Kagame n'a pas pour la consommation de sa population. Je sais qu'il a parlé pour la nôtre. Ça, c'est d'abord quelque chose. Oui, les avis sont partagés. Ça se fait comme ça partout dans le monde entier. Ce n'est pas un problème. Mais pour moi, qu'il ait réagi ou pas, j'avais trouvé les propos de Kagame sans impact. Allons maintenant, avançons. Vous avez parlé de comment on n'allait pas fermer la frontière, on allait seulement ouvrir, quel que soit les temps. Mais droit international, le temps de négocier, le temps de faire ceci, faire cela, vous savez combien de cas de décès on allait enregistrer? On allait connaître des problèmes. Et pour votre information, si vous n'êtes pas au courant, peut-être un rappel si vous l'êtes déjà, le ministre rwandais des Affaires étrangères a réagi pour soutenir les propos du président Tshisekedi. Il a essayé d'expliquer pour dire que le président Tshisekedi, ce qu'il a dit est vrai, mais ces meurtres, ces assassinats, ces massacres ne venaient pas du Rwanda. Il dit que la RDC est entourée de beaucoup de pays. C'est venu certainement d'autres pays. Il y a 9 pays limitrophes, mais pas du Rwanda. Vous voyez? Donc, il a réagi au propos de Tshisekedi avec beaucoup de respect et de considération. Pourquoi il a réagi? Parce que ça les a choqués, ça les a interpellés. Si ça ne les avait pas interpellés, ils n'auraient pas bénéficié de la protection du pouvoir pendant que lui est sous le territoire congolais. Moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes... Non, avec madame, vous êtes un peu là. Laissez-moi aussi... Non, vous venez de prendre 8 minutes. Non, laissez-moi expliquer. Oui. Donc, pour moi, ce que Tshisekedi fait, nous sommes dans un cas particulier, un cas spécial, qui demande beaucoup de tact, qui demande beaucoup de diplomatie, qui demande beaucoup de maîtrise. Sous Kabila, pourquoi ça n'a pas marché avec la diplomatie? Parce qu'on avait plusieurs bureaux de décision. Kabila lui-même, qui ne parlait presque pas, le premier ministre de l'époque était là, plus dans les histoires des chiffres, Mukangalonzo, il faut combien de millions et tout ça. C'est Lambert Mende qui était là à défendre, à réagir. Pour tout et pour rien, il se mettait à réagir. Tantôt c'est lui, tantôt c'est son père. C'est pourquoi on veut aussi que Patrick Mouyaya réagisse. Non. À l'instar de Mende. Patrick Mouyaya ne peut pas réagir directement comme ça dans les domaines du président. C'était du tac. Mais justement, ça nous a créé beaucoup de problèmes. La diplomatie, c'est un des domaines du chef de l'État. Pour la diplomatie, même le Premier ministre n'a pas le droit de réagir directement. Il doit avoir la ligne. Non, mais attendez, je vous explique que les affaires étrangères relèvent du domaine du chef de l'État. C'est pourquoi même lorsqu'on fait la mouture pour le gouvernement, on ne met jamais de nom là-bas. Parce que le chef lui-même sait qui il va placer. S'il a mis Christophe Lutundu là-bas, il a ses raisons personnelles. Et là, c'était dans son secret. Il sait que non, je mettrai tel par rapport à ça. Donc, lorsqu'il y a des problèmes, tel que ça se faisait sous Kabila avec des mains et tout ça, c'est justement pour ça qu'on avait des problèmes. On ne tire pas boulet rouge comme ça sur les voisins. Il faut avoir la ligne. Parce que le chef de l'État peut prendre son téléphone. Attendez, je chute. S'il faut réagir, tout c'est prévu dans la Constitution. Ça ne se fait pas en désordre. Le chef de l'État peut prendre son téléphone, il appelle son homologue rwandais. Il se parle, il sait de quoi il parle, à quel niveau ils sont, quelle est la température entre les deux pays.
partant de ça, il peut dire non, monsieur le Premier ministre, le gouvernement doit prendre telle position par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais lorsque Kagame avait parlé, les 5-10 minutes qui suivaient, comme il n'y a plus d'emploi dans ces pays, il n'y a plus d'activité, les gens sont focalisés sur la politique, tout le monde était là comme dans un bureau attendant le travail directement. Mais Patrick Mouya a tué où? Mais non, il doit attendre que le chef de l'État donne la ligne. Maintenant que le chef a donné, tout le monde sait comment nous évoluons. Sous Kabila, souvenez-vous, il y avait beaucoup de cas de contradiction. La présidence pouvait dire une chose, le gouvernement dit ceci. C'était vraiment la jungle. Je crois que nous tendons déjà vers la fin, réagissez, mais un mot quand même sur cette histoire de Bukanga Lonzo. Les gestionnaires de l'époque seraient poursuivis. Tout a commencé par Richef, c'est maintenant déjà entre les mains du procureur près la cour constitutionnelle, même le procureur près la cour de cassation va aussi bientôt intervenir. Chasse aux sorcières, où la vérité doit être connue et dite. J'aimerais d'abord rassurer M. Kalel en face de moi que nous sommes une société civile, une structure de la société civile indépendante, libre d'esprit. Et nous émettons nos opinions qui nous semblent être utiles pour l'avancement et le développement de ce pays qui est un patrimoine commun à nous tous. Si c'est vraiment ça, je vous encourage. Il n'est pas à dire que nous défendons le régime du président Joseph Kabila ou alors nous condamnons celui du président Félix Tshisekedi. Il n'en est pas le cas. La société civile dans la vie d'une nation, c'est d'apporter les idées qui permettent ce pays-là de développer, des idées constructives. Il est vrai que dans sa marche, il a aussi intérêt à encourager, à féliciter les dirigeants pour le travail qu'ils font. Mais on ne peut réellement le faire que lorsque le peuple ressent les retombées positives de la gestion de la nation. Est-ce qu'on peut le dire en ce moment dans notre pays? Est-ce qu'il y a suffisamment à manger dans le plat du Congolais? Ça vient. Ce père-là, il est fier d'envoyer son enfant à l'école, sachant qu'il n'y a rien à manger à la récréation dans son sac. Ce père-là, il sait être fier devant son enfant, alors qu'il ne sait pas lui donner un abri décent, une habitation décente. La sécurité continue à poser problème, même si maintenant il y a certaines avancées. C'est face à tout cela que nous élevons le ton. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Revenons au débat. Madame, après une destruction, après une injustice subie, pourquoi lorsqu'on rend le jugement, on tranche, on dit, monsieur doit aller passer autant d'années de prison? Ces années-là, c'est pour faire venir la réparation. La réparation ne peut pas être... Madame, la réparation n'est pas automatique, ça prend du temps. Le président Tshisekedi est arrivé, il a trouvé un pays par terre. Il est en train de travailler, ignorer, c'est ce que vous lui dites. C'est bon, et c'est là le problème que connaît le pays. Refuser le fait de chaque fois dire au chef de l'État que le pays est par terre, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour faire décoller le pays. C'est ce qui fait que nous continuons à sombrer. J'ai fait beaucoup d'émissions avec John. Il sait, quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Quand ça va, je dis ça va. Mais au moins là, vous me par rapport au temps, moi d'antenne. j'estime que le président Tshisekedi travaille. Il a trouvé un pays très malade. Merci, Kalel. Il ne faut pas lui tenir rigueur par rapport à ça. Ce n'est pas déjà demain. On va commencer à voir les fous. Alors pour revenir à la question du génocide, bien sûr, avant de terminer sur le Congolose, je le dis tout rapidement. Pourquoi le peuple congolais a réagi brusquement et spontanément après les déclarations de Kagame? Il faut d'abord voir qu'au Rwanda, il a été mis en place un mémorial du génocide rwandais. Et le gouvernement rwandais a pris des dispositions pour pouvoir résoudre tant soit peu les conséquences négatives de ces génocides sur ces populations. Mais est-ce que chez nous, ici au pays, il existe ne serait-ce un mémorial pour reconnaître l'existence des massacres en République démocratique du Congo, alors que tous nous savons qu'elles ont eu lieu? Et Kagame profite de cela
pour essayer de montrer à la communauté internationale qu'il n'y a jamais eu de massacre en République démocratique du Congo. Voilà qu'il n'y a même pas de mémorial. Voilà que, bon, pour lui, le rapport Mapping, il est fortement politisé. Il est d'ailleurs suivi par le docteur Mukwege, c'est controversé, il est manipulé, instrumentalisé. Vous pensez vraiment que le gouvernement congolais devrait rester silencieux face à cela? Moi, j'ai dit non. À mon avis, le président de la République n'était pas appelé ni obligé de répondre au président Kagame. Mais il n'a pas répondu. Mais ce qu'il y avait à faire, c'est que le gouvernement de la République tente de répondre aux préoccupations du peuple congolais par rapport aux déclarations de Kagame. Ce n'est pas répondre à Kagame, mais donner de l'éclaircissement, de l'éclairage aux citoyens congolais qui en ont le droit. Il faut suivre Boukangalou. Boukangalou, c'est l'un des programmes phares sous Joseph Kabila. Il a donné des produits. On en a bénéficié. La première récolte, le pays a connu la première récolte. Mais pas seulement ça. Même sous Félix Tshisekedi, il y a eu des récoltes à Boukangalouzo. Tout à fait. Mais lorsque un programme comme celui-là ne marche pas, la priorité n'est pas celui de rechercher les détourneurs des fonds. Et de faire quoi? Je pense que la priorité, c'est pour le gouvernement d'analyser et d'examiner en dehors de la justice qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous avez déjà entendu le Premier ministre Sama Lukonde tenir un point de presse pour éclairer la lanterne des citoyens congolais sur cette question-là. Pourquoi il faut seulement et absolument... Mais c'est la continuité de l'État. La continuité de l'État veut que les autorités telles qu'elles se succèdent soient capables d'expliquer au peuple congolais même les situations qui se sont déroulées avant leur arrivée. Mais c'est le travail qu'on avait confié à l'IGF. C'est à tort qu'on doit penser que toutes les questions de la gestion de la République doivent se solder dans les causes et tribunaux. L'IGF fait partout maintenant. On l'invite partout. J'ai dit que c'est à tort. Toutes ces démarches-là ne fera que compromettre notre vivre ensemble collectif. Et le souci des CEDUC est que toutes les questions de la République touchant à la vie de la nation congolaise soient examinées et traitées de la bonne manière, pas seulement dans les causes des tribunaux, qui d'ailleurs à ce niveau-là, je suis en train de chuter par là, il y a encore beaucoup à faire pour notre justice. Je le dis en étant aussi dans ce domaine, il y a beaucoup, alors beaucoup à faire. Camille Chantani, en 3 minutes, hein, c'est... Ok, je vais en avoir 8 comme madame. Non, on a plus de temps, malheureusement. D'abord, je voudrais dire à madame, outre tout ce que je fais, je suis aussi un opérateur dans le secteur de la justice. Donc le jour où il faudra qu'on débatte sur ça, je serai heureux de venir débattre avec vous. Donc ce n'était pas à l'ordre du jour. On ne sait peut-être pas discuter sur ça, mais ne vous en faites pas. Je suis bien aguerri pour discuter quant à tout ce qui... Vous parlez droit. Oui. Pour ce qui est de tout ce que madame m'a expliqué d'abord, concernant ce que Tshisekedi devrait faire, ce qu'il ne devrait pas faire et tout ça, le Premier ministre Sama Lukonde, je dois reconnaître que le FCC était quand même une machine à broyer, une machine politique importante, mais comme on dit, chaque chose a un début et une fin. C'était finalement la fin du FCC. Le FCC avait mis en place une stratégie qui devait consister justement à pousser les politiques, les analystes et tout ça, à réfléchir comme madame l'a fait là. Donc montrer que Tshisekedi ne fait rien, il passe son temps à faire ça alors qu'il devait faire ça. Non. Mais contredisez-nous sur les faits. Sur les faits. Le FCCK est venu pendant 2 ans avec un semblant des cohabitations, on dit que non, on est ensemble et tout ça. Mais pendant ce temps, il ne faisait rien qui allait dans le sens d'accompagner les chefs de l'État. Le président Tshisekedi, il a compris, je dirais moi, en retard, parce que comme je dis ici, quand ça ne va pas, je dois dire ça ne va pas. Il a compris ça en retard, il devait comprendre ça. Après 6 mois, il a arrêté la chose.
C'était la stratégie du FCC. 2 ans après, bon, ok, c'est consommé. Au moment opportun, lui et sa famille politique auront des éléments pour se défendre. Mais au moins, pour moi, c'est maintenant que le travail a commencé. On ne peut pas laisser les gens qui ont mis les pays à genoux être tranquilles, continuer à jouir de leurs millions, les utiliser même pour perturber la situation économique du pays. Parce que quand vous avez affaire à un adversaire qui est suffisamment friqué, mais il peut déranger le fonctionnement de l'économie du pays, il faut les traquer, il faut aller fouiner sur le passé, de manière à découvrir qui avait fait quoi. Si ces gens-là ont cet argent, faire de sorte que ça commence déjà à être remboursé. S'ils n'en ont pas commencé à les inquiéter en le mettant aux arrêts. Attendez, madame, s'il vous plaît. Sans fouiner, comme madame, vous le dites, le pays de la justice, vous le savez comme moi. Justice vengeance. Vous le savez comme moi. Vous avez certainement eu à plaider pour beaucoup de causes où les gens avaient raison, mais qui sont peut-être, qui n'ont peut-être pas avaient été causes qui n'ont pas obtenu cause par rapport à la réalité des faits. Vous le savez, vous savez comment certains magistrats se comportent dans ce pays. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Nous aurons l'occasion d'en parler. Oui. Mais pour ce qui est de l'IGF, l'IGF fait son travail. Et c'est grâce à l'IGF qu'on parvient à savoir ce qui s'était passé pour ce qui concerne les chiffres. Quand il fait son rapport, il donne à la justice. C'est à la justice d'agir. Si la justice n'agit pas rapidement, ou si la justice agit avec lenteur, ça, ce n'est plus l'affaire de l'IGF. C'est pas une chasse aux sorcières, ça. Donc, pour ce qui est des Bukangalonzo, chutés, Matata Ponyo prétend être innocent. Il a même tweeté 1000 fois pour dire non, je quitte là où je suis en Guinée, je rentre rapidement pour prouver que je suis innocent. En même temps, il dit, et la justice est instrumentalisée et politisée. Donc, ça prouve qu'il faisait ça quand il était Premier ministre. Alors, maintenant qu'il est venu, il ne doit pas avoir peur. Et là, je lance un appel au Sénat et à l'Assemblée nationale pour dire que à tout moment, qu'on les saisira pour demander la levée des immunités, qu'ils aient pas peur. S'ils ils sont sûrs qu'ils avaient bien géré, qu'ils n'ont pas de problème, qu'ils fassent lever. Sinon, nous, en tant qu'organisation du changement, nous allons mener des actions qui vont faire qu'en 2023, tous ces gens... Merci beaucoup. Je sais que vous n'avez pas vidé vos poches. Surtout rappeler seulement que je n'ai jamais remis en cause le travail de l'IGF, mais je voudrais ici rappeler qu'avant même que l'IGF ne commence à travailler, on parlait plus du conseiller spécial du chef d'État en charge de la lutte, non, déjà, mais voilà, Kitanga, là, je pense, en charge de la lutte contre la corruption. Après avoir été arrêté, la main dans le sac, on n'en parle plus. On n'en parle plus assez. Mais on parlait de l'oiseau rare. Encourageons l'IGF à faire son travail. Merci beaucoup. Je suis jamais d'accord avec merci à Camille tous ces services de la présidence. Je sais que vous n'avez pas comment ils travaillent. Moi, encourageons l'IGF à continuer à aider les pays 11h la révision, retrouver pièce contre pièce le lundi prochain à la même heure. Au revoir.